Notre couple d'infirmiers nomades ont tous deux choisi des parcours professionnels leur permettant d'ouvrir un maximum de portes. Simon, à la fin de son bac, se dirigea dans les soins intensifs alors que Vanessa, suite à son stage en Inde, choisit l'urgence. Deux départements leur ayant permis d'apprendre à gérer leur stress et acquérir de l'expérience en soins critiques. En fin 2018, un heureux concours de circonstances, déménagement d'hôpital, fin de bac, ainsi qu'un énorme goût de l'aventure et de défi, fait en sorte qu'ils partent en voyage backpack. Un voyage test, comme le dit Simon, qui aura pour effet de dissiper leurs craintes et concrétiser leur rêve de quitter les sentiers battus pour vivre leur carrière d'infirmier nomade. Donc, bon matin, Vanessa et Simon, ça va bien? Bon matin! Bien. Oui, on est en forme. On est là. On est en forme, on est là. On est là, en quarantaine, mais on est là. Oui, on est là. On est là. Super. Fait que là, vous nous parlez en direct de Montréal, qui est un peu votre pied à terre. Là où vous revenez quand vous n'êtes pas en mission, en agence, etc. Puis je pense que Simon, tu étais, il n'y a pas longtemps, aux îles de la Madeleine. Oui, exactement. OK. J'ai passé 3 semaines. Là. Je dirais, là, je suis revenu il y a 4 jours des îles de la Madeleine. Vraiment magnifique, vraiment un endroit paradisiaque. C'est sûr que bon, la réalité COVID elle est pour tout, mais néanmoins, là, ça permet d'avoir une bonne expérience. Là. Je pense que c'est ça, c'est pas votre première fois aux îles, dans le sens où vous êtes allé, puis je pense que c'est votre endroit coup de cœur. Là, les gens sont accueillants, puis comme tu l'as dit, c'est paradisiaque. C'est de la nature, c'est des gens qui sont vivants, accueillants. Oui, exactement. 4e fois là, dans l'année. Là. Donc, ils nous connaissent, on les connaît. On adore cet endroit-là. Là. On a juste du bien à dire sur les îles de la Madeleine. Au niveau également du système de santé, les infirmières en chef là-bas, tous les préposés, toute l'équipe. C'est vraiment une équipe unie. Donc, on adore. Génial. Puis juste pour mettre les gens en contexte, donc Vanessa et Simon, ce sont des infirmiers nomades, comme le dit le titre du podcast. Donc, c'est des professionnels de la santé qui, eux, travaillent en ce moment avec des agences, c'est bien ça, ce qui font que vous travaillez à contrat. Vous pourrez l'expliquer un petit peu plus en détail, mais ça vous amène à voyager dans plusieurs régions du Québec, puis à voir du pays. Donc, c'est vraiment génial. Puis c'est un peu pour ça que votre profil m'a interpellée. Puis non seulement vous avez le mode de vie, mais vous informez les gens à travers différentes plateformes, donc réseaux sociaux, vous avez aussi une chaîne YouTube où vos vidéos vraiment sont excellentes, super exhaustifs. Mais en tout cas, on pourra mettre les liens pour les auditeurs. Puis, en fait, ça m'amène à vous demander comment est-ce que vous en êtes venu à commencer votre chaîne? Ça a été quoi l'idée derrière ça? À la base, oui, à la base, c'est quand on est parti en voyage en 2018. On avait débuté, ça s'appelait à ce moment-là La richesse du nomade, comme dans la chanson d'Éric Lapointe. OK. Je me rappelle plus du titre, là, mais en tout cas, une chanson. Oui, c'est ça. Il parle vraiment d'un bohème là, qui se promène. Puis la richesse du nomade, dans le fond, qu'est-ce qu'on apprend en voyageant, tout ça. Fait qu'on avait décidé de mettre nos photos de voyage là. Puis c'était aussi une façon d'informer notre famille de toutes les activités qu'on faisait. Puis éventuellement, ça s'est transformé un peu parce que là, on restait nomade, mais au Québec, mais comme infirmier. Donc là, on a changé le nom pour les infirmiers nomades et la vocation aussi a changé un peu. C'était, oui, des photos de voyage, mais c'était de plus en plus aussi pour donner des trucs aux gens qui voudraient, par exemple, sortir des sentiers battus comme professionnels de la santé. Donc, c'est ça l'a changé au fil du temps, mais c'était vraiment ça l'objectif, c'était plus d'aider les gens, puis les gens viennent nous poser des questions, on y répond du meilleur de nos connaissances. Là. Puis tu vois, moi, avant même de tomber sur votre profil, j'étais zéro au courant que cette opportunité de carrière-là pour les professionnels de la santé était possible. Puis tu vois, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui méconnu des professionnels de la santé? Oui, tout à fait. Je dirais que autant du côté de la population en général, autant du côté des professionnels de la santé, autant les infirmières qui travaillent au public ne sont pas nécessairement au courant que ça se fait. Ils savent qu'il y a des agences, évidemment, parce qu'on en entend des fois parler dans les médias, on côtoie des agences, mais de là à dire qu'on va voyager à travers la région du Québec
tout en travaillant comme agence. Les opportunités dans le domaine de la santé, là, mis à part le secteur public qu'on connaît très bien et dont la majorité des personnes, des travailleurs font partie, mais je dirais les opportunités sont très méconnues. Tu sais, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui travaillent dans le Nord, dans les régions. On n'est pas les seuls non plus. Il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est comme un... Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Tu sais. C'est peu connu. C'est peu connu, effectivement, puis c'est une bonne chose, justement, que vous ayez créé cette chaîne YouTube-là où que de manière exhaustive, vous parlez en détail comment se préparer quand on part en région, les choses qu'il y a normalement dans les logements qui sont fournis. En tout cas, on ira en détail dans c'est quoi travailler avec des agences, mais je suis curieuse de savoir comment, avant même de commencer à être infirmier nomade, un peu votre background à tous les deux, peut-être un à la suite de l'autre. Je ne sais pas si Simon, tu veux commencer ou... Oui. Ben, moi, je suis infirmier depuis un peu plus de 10 ans, donc 11 ans. J'ai terminé mon DEC que j'ai fait au Cégep du Vieux-Montréal. Et puis, après avoir pris un an pour pratiquer un petit peu, faire mon examen de l'ordre, entre autres, je suis retourné à l'école pour faire mon bac. Donc, j'ai fait un DEC-BAC que j'ai terminé en mai 2012. De là, j'ai commencé à travailler aux soins intensifs à partir de la fin du bac. Je travaillais en médecine avant, mais de 2012 jusqu'à 2018, je travaillais aux soins intensifs afin d'ouvrir le plus possible mes horizons. De permettre d'avoir le plus d'opportunités, le plus d'expérience dans des secteurs qui sont dans les soins critiques. C'est un peu l'équivalent pour moi de faire nos sciences nature au cégep puis d'avoir tous les horizons possibles ouverts lorsqu'on rentre à l'université. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, puis c'était une expérience vraiment enrichissante qui m'a permis de développer des compétences, l'amitié, la confiance, du jugement clinique, etc. C'est ça là, qui en 2018. Fin 2018, où est-ce qu'on a pris la décision d'être infirmier nomade. Oui. Puis toi, ma chère Vanessa, comment ça a commencé cette carrière-là? Moi, j'ai fait mon bac, j'ai terminé en 2016, décembre 2016, je l'ai fait à Laval et j'ai commencé à travailler à Laval aussi, à l'urgence directement. J'ai fait ça pendant un certain bout de temps, peut-être un peu plus qu'un an et demi. C'est une expérience que j'ai adorée. L'urgence, un peu comme les soins intensifs, ça nous prépare au chaos, ça nous prépare le stress, la brousse. mais tu sais, c'est super enrichissant parce que c'est des soins critiques, encore une fois, donc ça ouvre toutes les portes. J'ai fait ça pendant un peu plus qu'un an et demi, puis jusqu'à temps qu'on prenne la décision de quitter le domaine public, puis de voyager et de devenir infirmier nomade. OK. Mais là, attends, il y a un élément qu'il faut quand même pointer, c'était ton stage à l'étranger. Je pense que c'est ça, c'était vraiment seulement, c'est toi, Vanessa, qui est partie en stage à l'étranger toute seule. Puis, peux-tu élaborer un petit peu plus là-dessus? Ça a été quand même un choc pour toi au niveau des pratiques complètement différents, le jour et la nuit. Oui, c'est ça, quand j'ai fait mon baccalauréat, je l'ai terminé en 2016. Puis le dernier stage, on avait l'opportunité de le faire à l'étranger. Là, ça prenait un processus là, de presque un an avant, mais j'avais décidé de tenter l'expérience. Donc, finalement, je suis allée en Inde pendant 3 mois à peu près, oui. De septembre à décembre pour faire mon dernier stage, qui était un stage de recherche. Et c'était une expérience extraordinaire, là. C'est sûr que je le referais les yeux fermés. Je peux pas dire que c'était toujours facile. Il y a eu énormément de défis, mais c'est ce que j'ai apprécié par-dessus tout. Là, pour quelqu'un qui aime les défis, qui aime vraiment sortir de sa zone de confort, c'est vraiment... la place. Vraiment, la place, oui. Je suis allée en Inde, je peux comprendre, mais j'ai pas travaillé comme infirmière. Oui, c'est ça, oui, exact. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Je le recommanderais à tout le monde qui veut aller en Inde. Tu sais, dans le fond, moi, j'étais logée sur le campus de l'Université de Hyderabad, qui est une petite ville de 8 millions d'habitants en Inde. C'est tout petit, ça. Oui, c'est ça.
Puis, j'étais logée sur le campus et je faisais, dans le fond, j'interviewais des professeurs ou des infirmières, tout ça, puis je compilais les données. Puis après ça, j'analysais les données avec les articles scientifiques et tout. Ça a été très, très enrichissant comme expérience. Je regrette rien du tout. Puis, même si j'ai fait des erreurs ou même si j'ai, disons, les choses se sont jamais passées comme j'avais attendu. Là. En Inde, c'est d'apprendre à accepter que ça ne sera jamais le plan A, mais ça va toujours être le plan B qui va arriver. Donc, pour une perfectionniste comme moi, là, qui est toujours bien organisée, ça l'a vraiment travaillé d'autres aptitudes chez moi. Puis, ça m'a préparée à l'urgence aussi. Après ça, je me suis sentie prête à tout de suite attaquer l'urgence en sortant de l'école. Puis, je me disais, si j'ai survécu à l'Inde pendant 3 mois, je suis capable d'aller à l'urgence. Pour tous les expats que j'ai interviewés, ils me le disent tout le temps, quand tu vas travailler à l'étranger ou tu fais un stage à l'étranger, après ça, tu es prête pour tout. C'est comme ça, tu atteins ta barre, puis après ça, tu es comme, garde, je suis capable de... Tu sais, il n'y a plus de limites, là. Mais c'est super intéressant. Puis, je pense qu'à partir de ce moment-là, une fois que tu as vécu ton stage, au retour au Québec, ça n'a pas été bien long que vous étiez déjà ensemble, hein, à cette époque-là, c'est ça. Que là, vous êtes dit, garde, on va partir en voyage backpack, on va laisser notre travail pour aller faire un voyage backpack. Comment ça s'est déroulé, cette période-là? Bien, dans le fond, il y a eu un mélange de circonstances. Okay. Premièrement, vous savez que moi, je travaillais à l'Hôtel-Dieu, qui était un des hôpitaux du CHUM, qui a déménagé, qu'on a effectué un gros déménagement en fin 2017, donc en novembre 2017. Il y a eu cet aspect-là. Il y a eu la fin de son bac, puis il y a eu le goût de l'aventure aussi. Moi, en fait, j'ai toujours voulu utiliser, si vous voulez, les opportunités que la profession nous permet, c'est-à-dire de voyager, de travailler n'importe où dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré là-dedans. Donc, je voulais absolument vivre cet aspect-là. Puis, le fait de faire un voyage, de quitter le public également, on voulait quitter de la route bâtie. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce de routine. On cherchait quelque chose de nouveau. On cherchait un nouveau défi. Puis c'est ça qui nous a menés là, vers, lentement mais sûrement, là, vers quitter le public, aller vers quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le voyage a évidemment concrétisé tout ça. On est repassé par l'Inde. Donc, je vous dirais qu'après moi, c'était ma première fois, après avoir passé par l'Inde, il n'y a rien qui me faisait peur. Je vais être honnête, là. Je me disais, tous mes permis, j'ai toutes les ressources au Québec, j'ai tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Donc, toutes les... tu sais, à ce moment-là, on pouvait tout faire. Ça remet beaucoup les choses en perspective, hein, c'est ça? Oui, ça complètement. Nous fait apprécier ce qu'on a, puis être plus créatif, j'imagine, avec les moyens du bord. La peur était partie. La peur. Les doutes, là, de est-ce que je vais perdre mon ancienneté? Qu'est-ce que je vais faire? Mon équipe? Est-ce que je vais être capable de bien vivre au niveau monétaire? Tous ces doutes-là, on dirait qu'ils étaient dissipés. On était plus fonceurs. OK. Puis je trouve ça magnifique que vous ayez cette fibre-là ensemble. Tu sais, comme, est-ce qu'il y en avait un qui était un petit peu plus fibre voyageur que l'autre, puis finalement, ça a convaincu l'autre? Comment la dynamique est arrivée en même temps à se dire, regarde, nous, on est des infirmiers normaux. Moi, je peux parler pour... de mon côté, là, quand j'ai décidé de m'en aller dans la profession infirmière, une des raisons, parce qu'avant, j'étais nutritionniste et j'aimais ça, travailler comme nutritionniste. C'est pas que j'aimais pas ça, mais je trouvais que comme infirmière, tu as beaucoup plus d'opportunités à l'extérieur du Québec, dans d'autres pays. Il y a tout le temps du travail comme infirmière partout. Tu n'as pas besoin... Comme nutritionniste, il y en a des nutritionnistes qui travaillent avec les Autochtones ou les Premières Nations dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, mais il y en a 1, 2, tu sais, sont vraiment pas aussi nombreuses que les infirmières. Donc, moi, je me suis dit, si je veux sortir des sentiers battus, c'était déjà là en moi. Tu sais, je voulais aller dans le nord du Québec, je voulais aller dans le nord du Canada. Donc, je suis allée en sciences infirmières. C'était une des raisons, pas la seule, mais c'était une des raisons. Je comprends. Et ensuite de ça, j'avais déjà rencontré Simon à ce moment-là. Puis là, on a commencé à faire nos voyages
backpack, ouais. Un voyage. Tu sais, on n'était pas tellement habitués. Même quand je suis allée en Inde la première fois pour mon stage, j'avais pas vraiment fait de voyage backpack avant ça, mais j'avais toujours envie de sortir des sentiers battus, de pas faire les choses comme tout le monde, ou si on veut, de pas suivre le même chemin que tout le monde. Puis moi, ça allait dans cette optique-là. Quand j'ai commencé à travailler à l'urgence, il fallait absolument que j'aie une expérience qui puisse me permettre d'aller ailleurs. Okay. Donc, c'est un peu comme ça, moi, que je le voyais. Je savais qu'éventuellement, une fois que j'aurais assez d'expérience, un minimum, là, qu'on pourrait partir puis à l'aventure. Ouais. J'adore. Oui. Ben tu sais, pour répondre aussi dans la deuxième partie de ta question, quand tu parlais de fibre de voyageur, oui, la question est oui, je l'ai toujours eu. Ça fait depuis 2004-2005 que j'étais passionné de faire ces voyages-là. C'est ce qui m'a amené dans la profession infirmière. C'est ce qui fait que j'ai envie de découvrir constamment. Puis, je savais que c'était quelque chose qui intéressait fortement Vanessa. Puis l'Inde, son stage final a comme concrétisé tout ça, nous a mis sur la même longueur d'onde. OK. C'est-à-dire que c'est une expérience incroyable. Être tout seul en Inde 3 mois. Non, c'est ça, tu avais beaucoup de collègues. Oui, exactement. Si elle n'avait pas fait beaucoup de voyages à ce moment-là, disons que le 3 mois a fait comme... Elle me dépasse ou on est sur le pied d'égalité. Donc, on était là sur la même longueur d'onde à partir de je comprends. Puis là, revenons à votre voyage backpack, qui était un des derniers avant de rentrer en agence. Il y avait l'air de quoi? Ça a été quoi vos destinations? Puis qu'est-ce que vous avez visité? Ah, c'était un super voyage. On s'est dit, tant qu'à démissionner, on va faire un voyage de 3-4 mois. Tu sais, quand on va en Asie, c'est quand même long, l'avion. Donc, on s'est dit, tant qu'à rester là, on va rester là 3-4 mois. Puis, on a vraiment pris notre temps. On a visité 3 pays. On a visité le Japon pendant 1 mois. On a adoré, très belle culture qui ressemble sur certains points au Canada, mais sur d'autres qui ne ressemblent pas du tout. Donc, on a adoré ça. Ensuite, on est allé en Inde, gros clash. On passe d'un pays très, très propre et avec que tout le monde garde ses distances très polies à un endroit un peu plus chaotique. Mais ça a été super. On aime ça, hein, les clashs. Puis là, quand on était en Inde, sa mère est venue nous rejoindre. Donc, on était là-bas pendant 1 mois. Ouais. Et après l'Inde, on est allé en Thaïlande. La cerise sur le gâteau, là. On était là pendant 40 jours. On a fait le nord, le sud, puis vraiment pour décrocher, là. Puis on est revenu en décembre, juste à temps pour le temps des fêtes. C'était superbe. On a vraiment adoré. Ouais. Moi, je pense que c'était... Puis en plus, les destinations, de la manière qu'on avait concocté ça, c'était de manière à ce ça soit un voyage de découverte, mais aussi qu'on soit testé au niveau humain. L'Inde, ça teste. En tout cas, mon opinion, du moins. Au niveau de la capacité d'adaptation, au niveau des peurs, des doutes qu'on peut avoir, on est constamment testé. La fameuse bulle qu'on connaît ici au Québec n'existe pas. Donc, c'était un test. C'était un véritable test. Puis c'est ce qui nous a permis vraiment d'apprécier. Ça n'a pas été seulement aller dans des endroits qui étaient tout le temps plaisants, que c'était toujours le fun. C'était une expérience enrichissante aussi au niveau humain. Vous avez fait quoi au niveau de l'Inde? Ça a été quoi votre itinéraire? Quand on est arrivé, là, en fait, il faut savoir, on avait juste des billets d'avion quand on est parti 3 mois. Donc, on n'avait aucune idée on s'en allait où. Fait qu'on est allé au pif. Puis quand on est arrivé en Inde, on n'avait aucune idée non plus. Là. On avait 3 jours à New Delhi, puis on s'est dit, on va s'arranger rendu là. Ouais. Mais bon, ça a été une bonne expérience en Inde. On a rencontré Ramzan, puis qui nous a tout fait un bel itinéraire avec... Notre chauffeur, nos billets de train, nos billets d'avion, puis on était entièrement satisfaits. On est parti de New Delhi, aller à Rishikesh. On est passé par Haridwar, ensuite à Varanasi, où est-ce qu'il y a le Gange et les crémations. Et ensuite à Khajuraho, on est allé voir le Taj Mahal à Agra. Et ensuite, on a fait le tour du Rajasthan, Jaipur. Jodhpur. Jodhpur. On a fait également
Voyons. C'est dur de se souvenir, les noms, des fois, se ressemblent tellement. Ah oui, oui, oui. Dans le Rajasthan, oui. C'est pas facile. Les couleurs qui distinguent un oui, petit peu. c'est ça, les couleurs. Jaipur, Jodhpur, Udaipur qui était à la fin. Udaipur à la fin. Puis il y avait Jaisalmer, la ville complètement à l'ouest, avec le désert et tout. Puis on a terminé une semaine à Goa. Puis Mumbai. Mumbai aussi. Oh my God, votre itinéraire ressemble drôlement au mien, mais en tout cas, on ira pas. Ça, c'est vraiment une parenthèse pour moi en passant dans ce podcast-là. J'ai trippé sur l'Inde, moi aussi. J'étais allée avec ma mère. Mais en tout cas, parenthèse fermée. Mais allons du côté plus de votre carrière d'infirmier nomade. Retour au Québec, et là, vous vous dites, OK, vous avez cette opportunité-là de commencer à travailler pour une agence. Comment est-ce que ça a commencé, cette histoire? Dans le fond, on est revenu un 23 décembre après avoir bien mangé et bien abreuvé au cours des fêtes. On a pris un bon 2 semaines pour nous, pour revenir, décalage horaire et tout. Et le 4 janvier, c'était 4 ou 6? Le 6. Le 6 janvier, on se retrouve dans l'autobus 51 Édouard-Montpetit. L'agence. Détail. Il fait moins 20. Il est 8h15 du matin. Les visages sont longs chez la plupart des gens, mais nous, étonnamment, on prend ce que la vie nous donne, puis on se dit, hey, on s'en va à l'agence, on va rencontrer les patrons, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité. Mm-hmm. Alors, on arrive à l'agence, on rencontre la propriétaire qui était vraiment accueillante, puis elle nous a demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez essayer de travailler en région? Nous, on voulait travailler dans les régions. C'est ce qui nous intéresse. Elle nous a dit, Sept-Îles, Abitibi, Côte-Nord, Côte-Nord, c'est la même chose, mais entre autres, là, on avait vraiment un éventail très large des destinations possibles. Donc, ça a immédiatement piqué notre intérêt. Là, ça. Immédiatement, c'est ce qu'on cherchait. OK. Ouais. Donc, Puis comment... Oh, excuse, je t'ai pas... Allez-y. Ouais. Tu peux me tutoyer, hein? Moi aussi, je vous vois, avec... J'ai vraiment cette manie-là. Des fois, on est deux. Mais à la base, c'est ça, notre plan, c'était toujours d'aller au Yukon, parce qu'on n'avait pas vraiment réfléchi à ça là, en vacances. On avait profité de notre voyage, mais on s'était dit, bon, on va faire nos démarches en arrivant, mais là, on s'est dit, là, bon, on revient d'un voyage, toutes nos économies sont allées dans le voyage. On s'est dit, ben on va commencer à travailler en attendant parce que le Yukon, ça peut prendre quelques mois quand même. Mais ça prend des papiers, les examens peut-être. Bon, fait qu'on planifiait quelques mois devant nous. On s'est dit, pendant ces 3 mois-là, on n'est pas pour rester encore à la maison puis attendre que les papiers se rendent. Donc, on va rester sur notre mode nomade et c'est ce qui nous a donné envie d'aller pour une agence de placement et de travailler à travers les régions du Québec. Puis on s'est dit un peu le même principe qu'on veut faire ou que certaines infirmières font aux États-Unis, les travel nurses, mais à l'intérieur du Québec même. Puis on avait un ami qui le faisait, un ami infirmier aussi. Lui, il le faisait déjà. Il nous a dit, tu viens à une agence puis tu donnes tes disponibilités en région. Donc, on l'a essayé. Puis finalement, ce plan-là, qui était temporaire, est devenu un peu permanent. Parce qu'on a aimé ça, finalement, aller dans les régions du Québec. Il est beau, notre Québec. Oui, c'est ça. C'est incroyablement beau. C'est très, très beau. Là, on n'était jamais allé en Abitibi, on n'était jamais allé sur la Côte-Nord, on n'était jamais allé aux îles de la Madeleine. Puis là, finalement, on se retrouve à faire ces destinations-là, dans nos jours de congé, à visiter ces endroits-là, tout en travaillant comme infirmier. Donc là, on trouvait ça super parce qu'on restait dans le mode voyage, mais en travaillant, tu sais. Puis il y a vraiment des beaux endroits au Québec, puis c'est ça qui nous a vraiment fait tomber en amour. Puis comment ça fonctionne, en fait, quand tu commences à travailler pour l'agence puis que là, tu es à contrat? C'est quoi? C'est des 2 semaines, des 3 semaines, ensuite tu changes d'endroit? Ça peut avoir l'air de quoi comme train de vie? Ça, c'est à ta discrétion. Dans le fond, toi, tu as une plage horaire pour laquelle tu te libères. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, 4 semaines, etc. Nous, on a décidé de commencer avec 2 semaines parce qu'on trouvait, il y a une possibilité là-dedans que tu ne plaises pas, que tu t'ennuies de la maison, que ce ne soit pas une expérience agréable. Il faut se garder l'esprit ouvert. Là, et on ne peut pas se dire, ça
on peut bien penser en rose, mais ouais. fois, on se garde ouvert, on se dit 2 semaines pour commencer, on vit une expérience, on reste ouvert, puis là, de là, on arrive à trouver notre zone de confort là, versus les congés versus les périodes de travail. Donc, on détermine un endroit où est-ce qu'on veut aller, on avertit notre agence, on leur donne des disponibilités, puis là, de là, on part. Puis ce qu'on a découvert là-dedans, c'est qu'est-ce qui était le fun, c'est que l'agence va souvent, je ne dis pas tout le temps, je ne généralise pas, va payer ton kilométrage, donner un montant X par kilomètre parcouru, plus vont te fournir l'hébergement. OK. Donc, ça marche comme ça. OK? De là, tu vas aller au travail, tu vas te pointer au travail, tu vas avoir peut-être une formation de 4 à 8 heures, tout dépendant de ton confort à toi avec l'endroit. De là, tu vas faire ton horaire, tu vas faire ton épicerie, tu vas t'organiser à partir de là, comme tu t'organiserais si tu étais en voyage ou si tu étais à la maison. Puis, tu crées des points de repère. Oui, exactement. Tu formes une routine rapidement. Tu formes une routine, c'est un peu la même. Tu sais, tu apprends. En fait, tu deviens bon à te former une routine qui est propre à toi. Oui. Au niveau du travail, au niveau du plein air. Si aller au gym, c'est ton truc, tu vas trouver un endroit où t'entraîner à la maison, etc. Puis, comment est-ce que vous trouvez l'adaptation au travail? Parce que c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Ça demande quand même une certaine flexibilité côté personnalité. Qu'est-ce que ça vous a appris? Puis, qu'est-ce que vous avez dû travailler pour arriver à être aussi caméléon, si on veut, là? Là. Oui. Qu'est-ce que j'ai... Ben, en fait, parce que Simon, lui, il a déjà une bonne flexibilité. OK. Entre nous deux, c'est lui qui a la meilleure flexibilité. Donc, mettons, je parlerais pour moi, là, qui part d'un peu plus loin au niveau de la flexibilité. Okay. Mais quand on arrive en région, moi, je trouve la meilleure stratégie à adopter quand on arrive dans une nouvelle équipe, on ne connaît pas l'équipe, on ne connaît pas l'ambiance de travail, si on veut. C'est l'attitude. J'aime bien, en fait, je pense que 50% c'est l'attitude, l'autre 50% c'est la compétence. C'est-à-dire, faut quand même que tu connaisses tes affaires, il faut que tu saches travailler, si on veut dire ça comme ça. Si tu ne connais pas la base des soins infirmiers, c'est sûr que ton équipe, ça se peut que tu sois moins bien accueilli. Mais si tu es débrouillard, puis que tu as un sens de l'initiative, puis que tu es bon dans ton travail, puis que tu connais la base, là, sans dire que tu es le meilleur, là, mais tu connais la base, ça va bien aller. Mais l'attitude compte pour 50%, je dirais. Avant de rentrer au travail, c'est de se mettre dans une façon de penser qui est positive, de se dire... C'est sûr qu'on a des doutes, là, tu sais, c'est stressant la première journée, les premières journées, mais c'est de se répéter des phrases positives, de se dire que ça va bien aller, de se dire déjà, de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va apprendre des choses, on va rencontrer des gens, tu sais, puis d'arriver là avec un sourire, de se présenter aux gens, déjà ça fait une énorme différence, tu sais, il faut savoir aller vers les gens, se présenter, dire son nom, puis, tu sais, on va pas être la meilleure amie de tout le monde, mais au moins de connaître les noms des gens, puis de faire un réel effort pour s'en rappeler. Ça se peut qu'on ne connaisse pas tout le monde, mais c'est de faire l'effort. D'être ouvert aussi, de ne pas comparer avec ce qu'on connaît, nous, avant. Ah, moi, à l'hôpital que je travaillais avant, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient fatigant pour les gens de notre équipe d'entendre ça. Donc, c'est de rester ouvert, c'est ça, puis de dire, d'accepter qu'eux autres, leur façon de faire est différente, puis de juste l'intégrer comme ça. De toute façon, c'est pas là qu'on s'en va travailler à vie, là. Tu sais, on s'en va travailler là pour 2 semaines. Donc, on s'adapte à leur façon de faire, on reste ouvert, on se présente, on a une attitude positive. Puis éventuellement, je pense que la première impression est très importante. Puis une fois que tu reviens souvent au même endroit, les gens te connaissent et le lien de confiance s'établit graduellement. Et une fois que le lien de confiance est établi, c'est un peu plus facile parce que c'est normal au début que l'équipe soit méfiante. Parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas si tu travailles bien, ils ne savent pas si tu vas faire des erreurs comme infirmière. Donc, ça peut être stressant pour eux aussi. Mais c'est de les mettre en confiance. C'est toujours un peu à faire tes preuves, j'imagine, dans les premières journées,
montrer ton style puis comment tu es en tant que personne. Oui, exactement. Oui, exactement. Le but là-dedans, c'est de comprendre ton rôle. Ton rôle, c'est d'aider. Ton rôle, c'est de fournir ton aide, d'être le plus agréable possible, d'être professionnel, sans pour autant là, étaler ton savoir, dire être un Joe connaissant exactement. C'est juste tenter de faire partie de l'équipe. Même si on n'est pas une partie en permanence, on est là pour aider, on est là pour supporter. Donc, comprendre ton rôle puis être agréable. OK. Ça fait du sens. Je pense que ça va avec la logique aussi parce que c'est ça, comme je disais, on va se greffer à une équipe de travail puis on peut comprendre la dynamique avant même de nous s'imposer dans cette... c'est nous le newbie, là, tu sais. Exactement. Puis les appartements c'est des appartements, c'est des maisons où vous allez, c'est partagé, c'est seul? Ça varie. Yeah. On en voit de toutes les couleurs. Beaucoup plus de bons que de mauvais, je dirais, dans nos expériences du moins. Je ne sais pas je ne peux pas parler pour d'autres. Mais généralement, ça se passe bien. C'est propre. On a du matériel. Mais parfois, c'est des maisons, 3 chambres ou plus. Ou des fois, c'est en appartement tout seul. Ça varie. Fait que ça aussi, même l'hôtel. On a été à l'hôtel aussi. Ah oui? OK. Ah, c'est pas ça. J'espère qu'il y a une petite cuisine, mais c'est ça aussi? Non? Non, des fois, quand on était à l'hôtel, à un moment donné, on était tanné du restaurant. Là, c'est drôle à dire, mais pendant 3 semaines, là, manger du restaurant, à un moment donné, ça devient redondant. Mais il y a d'autres avantages, c'est-à-dire que c'est une chambre d'hôtel, là, tu sais, c'est tranquille. Sinon, c'est des petits appartements, des fois style loft, là. Pas vraiment de division, mais tu sais, tu as ton lit, tu as ta cuisine, tu as ton salon. Je pense que c'était avantageux de notre côté et du côté des régions aussi de nous avoir comme couple parce que on peut partager le même appartement, tu sais. Donc, ça, c'est avantageux. Des fois, c'est des maisons aussi, puis on est avec... d'autres infirmiers, infirmières d'agence ou des préposés ou des inhalothérapeutes. Puis là, c'est la vie de colocation. Là. Ben oui, c'est fou, votre adaptation est dans le plafond. Là. Adaptation au travail, adaptation à la maison aussi. C'est vraiment des beaux défis, mais c'est intéressant. Puis vous, est-ce que vous travaillez dans les mêmes départements ou vous changez de département à chaque fois ou comment ça fonctionne? Pas tout le temps. Disons, il y a certains endroits où est-ce qu'on va travailler dans les mêmes départements, même ensemble, là, à l'urgence, par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine. Sinon, il y a des endroits où est-ce que, ma foi, en Abitibi, je pense que j'ai fait tous les départements. Là. Il m'en va un peu partout. Là. Mais c'est le fun aussi parce que ça change à chaque fois, puis on finit par connaître toutes les équipes. Bécomo, on était dans des départements distincts. Tout ça, ça dépend en fait de la grosseur de l'hôpital. C'est un hôpital qui dessert entre 2000 et 10 000 personnes. Souvent, ton unité de soins intensifs puis ton urgence, triage, etc. vont être jumelés ensemble. Alors que si on est dans des hôpitaux comme à Bécomo, où est-ce que 25 000, 30 000 habitants, là, le soin intensif va être ailleurs. OK, je comprends. On change de département. On aime bien être dans nos départements d'expertise. À l'urgence ou... Moi, j'ai pas d'expérience soins intensifs, mais disons Simon soins intensifs. Mais des fois, ça arrive qu'on va être sur d'autres départements, en CHSLD, en médecine. Mais c'est le fun aussi parce que ça nous fait voir d'autres choses. Tu développes autre chose. C'est ça l'idée, c'est de garder tout le temps en tête que tu développes des compétences là-dedans. Tu apprends à t'adapter plus rapidement. Tu vois plus de choses. Parce que au public, est-ce que cette flexibilité-là, mettons qu'on avait à comparer public-agence, OK? Est-ce que cette flexibilité-là est autant présente? Ça serait quoi les différences? Peut-être en début de carrière, alors qu'on n'a pas un poste établi, souvent, ça peut être dans la réalité de la personne qui commence. C'est-à-dire qu'elle va tenter plusieurs différents départements, puis elle va acquérir une espèce de compétence, puis par la suite, elle va avoir un poste, puis elle va y rester. Donc, je dirais qu'en général, en agence, on est plus porté à être beaucoup plus versatile au niveau des changements de département
Et au public, on va rester dans notre département avec nos équipes respectives, dans notre chiffre de travail. Ce qui n'est pas mauvais non plus, on développe une cohésion. C'est vraiment une très belle expérience, ça aussi. Donc, je dirais que, des plus, les moins de chaque côté à voir avec notre personnalité. Ça dépend de ce qui nous plaît. Ouais, qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui va avec nos valeurs? Si je peux ajouter au public aussi, c'est certain qu'en restant sur un même département, si par exemple je suis en cardiologie, ben je vais vraiment approfondir mes connaissances en cardiologie parce que si je reste là 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, veux pas, je vais devenir un expert là-dedans. Je vais avoir vu tous les cas possibles, puis je vais être vraiment spécialisée. Tandis qu'en agence, on va pas nécessairement... Oui, on peut retourner tout le temps en cardiologie, mais on n'a pas non plus la possibilité toujours de dire « je veux aller juste dans ce département-là ». Donc, on va développer moins d'expertise en termes de soins puis en termes de santé, mais notre expertise va être ailleurs, c'est-à-dire qu'on va être capable de s'adapter super facilement. Donc, tu sais, je compare ça des fois quand il y a des changements en milieu hospitalier. Des fois, des gens, ça fait 10 ans qu'ils travaillent d'une façon, il faut qu'ils changent leur façon de faire. Ça peut être plus difficile, c'est normal. En agence, nous, on est habitués. On change toujours notre façon de faire. Donc, là-dessus, c'est peut-être plus là nos compétences que de dire est-ce que je suis capable de reconnaître une arythmie cardiaque? Donc, je comprends. Excellent. Ben, c'est bon, ça démystifie un petit peu les deux pour des gens qui, soit des professionnels de la santé ou même des gens qui sont curieuses, qui veulent se lancer dans le domaine. Ils vont tout de suite avoir un peu la lumière sur le sujet. Puis, on va migrer vers un autre sujet qui est travailler et voyager en couple. Vous n'êtes pas tanné de vous voir la face? Non, c'est pas vrai. En ce moment, c'est un bon défi aussi. Pas de censure, non, c'est pas vrai. Mais, non, je dirais, tu sais, en ce moment, c'est presque plus un défi. On va se mettre en contexte. Là, je ne sais pas quand est-ce que pendant la COVID-19, là, en étant encabanés dans la maison en isolement, les deux ensemble, je dirais pas de possibilité de sortir ou presque pas, là, disons, à mis à part pour aller à l'épicerie ou prendre une marche, mais je dirais que ça, c'est un bon défi. Mais on a quand même notre routine aussi en région. Quand on travaille comme infirmier, on n'a pas le même horaire. Des fois, on a des horaires complètement différents. Lui, il fait des 12 heures soir-nuit. Moi, je fais des 12 heures jour-soir. Donc là, c'est complètement inverse. C'est intense, hein? C'est comme 10 jours, 2 semaines intenses. Après ça, vous revenez à Montréal. C'est ça? Exactement. Oui. OK. Ouais, je continue juste pour clarifier. C'est ça, on fait minimum temps plein, mais ça va arriver qu'on va faire beaucoup plus. Là. Ça peut arriver qu'on fait des 70 heures en une semaine. Mais c'est ça, des fois, on a des horaires contraires. Des fois, on va se croiser. Mais on a quand même notre routine aussi, puis on peut sortir dehors. Simon, lui, préfère le gym. Moi, je vais aller dans la forêt, monter la montagne. On a nos petites activités chacun de notre côté. Ce qui nous aide, c'est qu'on est 2 personnes indépendantes. Quand même, là, je peux dire... on aime ça être ensemble, là, mais on a quand même nos cercles d'amis, on est capable 2 personnes, c'est ça. Pas une 2 personnes. Puis en voyage, ben c'est sûr, on est tout le temps ensemble. Mais tu sais, en voyage, je veux dire, ça se passe bien, là. Heureusement, Simon est flexible, oui. Moi, quand j'ai plein d'idées puis que ça me tente de faire plein d'activités, lui, ça ne dérange pas trop, tu sais. Il est comme, OK, bon, on va voir ça, tu sais. OK. On y va souvent aussi par priorité. Quand on est en voyage, mettons, moi, c'est quoi mon activité prioritaire, puis lui, c'est quoi son activité prioritaire. On s'arrange pour faire les deux, puis le reste, on y va de façon aléatoire. Oui, exactement. Mais je pense que tu me disais aussi que vous avez une bonne communication. C'est important pour vous de vous asseoir et de dire les choses. Puis je pense que ça devient primordial dans un contexte comme le vôtre de se parler. Là. Je pense que la communication dans toute forme de relation, que ce soit avec mère, avec l'enfant, c'est important. Au niveau des collègues de travail également. C'est très important de se dire les choses. Puis, je pense qu'avec les expériences, ça nous a donné une bonne base. Ça nous a permis d'être beaucoup plus solides là-dedans. Donc, on se connaît plus, évidemment. Donc, c'est pas difficile de savoir qu'est-ce que la personne a besoin. Si moi, j'ai besoin de faire du sport, ben, j'ai besoin de faire du sport. Si elle a besoin de prendre sa marche, bon,
être à l'extérieur. OK. Je comprends. Puis on a beaucoup le temps de se parler quand on se rend, par exemple, en Abitibi, où est-ce que ça prend 7-8 heures, ou même sur la Côte-Nord. C'est beaucoup de voitures. Donc, pendant ces 7-8 heures-là, ben, on met de la musique, mais c'est sûr qu'on parle. Puis, on parle de toutes sortes de sujets. Puis, finalement, on finit à presque avoir la même façon de penser sur beaucoup de points. Ça nous aide, mais c'est sûr qu'on se parle tout le temps là, par rapport à ça. On a des valeurs qui se ressemblent. Les valeurs importantes dans la vie se ressemblent énormément. Donc, ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est sûr que ça aide quand on avoir les mêmes valeurs aussi. C'est sûr, ça va de soi. Oui, mais non, mais ça fait bien du sens. Puis, j'aimerais ça comme tranquillement aller vers la fin. Qui est votre... je déparle. Mais... hey boy, je commence ma journée, je déparle déjà. C'est correct. Parfait. Juste, dans le fond, tranquillement, pensez un peu à ce qui vous attend. Parce que là, pour ceux qui... En fait, il y a moi qui est au courant, il y a Simon, votre famille, mais il y a un bébé on the way. Puis, je me demandais, c'est quoi un peu votre comment est-ce que vous voyez avec cette vie d'agence-là? Est-ce que vous prévoyez continuer ou vous pensez plus vous stabiliser? Ou c'est quoi un peu l'objectif dans tout ça? Je vais y aller, je vais répondre. Je dirais qu'on s'est déjà dit qu'on continuera à faire qu'est-ce qu'on fait. On ne sait pas trop encore comment ça va fonctionner parce que on n'est jamais passé par là, puis on n'a pas de modèle non plus qui est capable de nous dire « moi, je le fais depuis 5 ans ». Tu sais. Mais donc, ça va être vraiment quelque chose à figurer à mesure. Mais on a confiance. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de plan pour rien, jamais. Donc, puis ça tout fonctionnait bien finalement. On va essayer de prendre des contrats un peu plus longs. Donc, c'est sûr que la routine, 2 semaines de travail, 1 semaine de congé, revenir à la maison, c'est sûr que là, il va falloir peut-être extensionner un peu plus nos contrats ou se trouver une région dans laquelle on va travailler peut-être 3 mois en ligne, ou 6 mois ou 1 an. On avait dit aussi peut-être faire le rôle élargi. Le rôle élargi, ça, c'est une formation supplémentaire que les infirmières peuvent faire qui leur permettent d'aller travailler dans le nord du Québec. Donc, d'avoir des compétences et des interventions supplémentaires qu'on peut faire, par exemple, prescrire des antibiotiques ou évaluer. C'est surtout de la première ligne, là, les TSS, les infections urinaires, tout ça. Bon, c'est une formation supplémentaire d'1 mois, mais ça nous permettrait d'aller travailler peut-être dans le nord. Puis là, si on vient comme famille, ben là, peut-être que dans des grosses régions du nord, ça serait possible. Sinon, à long terme... on garde l'esprit ouvert parce que, d'un, on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça va être, puis on va s'adapter comme on a toujours fait. Donc, ça, c'est clair. Puis de là, on va prendre la décision, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut partir... le laps de temps qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a toutes sortes de possibilités. Le but là-dedans, c'est ça, c'est de comprendre qu'il y a plein de possibilités. Si on veut faire nos maîtrises, si on veut aller travailler en rôle élargi, comme elle a dit, si on veut aller aux îles de la Madeleine 3 mois, 6 mois, c'est possible de le faire. C'est ça qu'on veut véhiculer comme message. Évidemment, on ne sait pas c'est quoi être parent. On va le découvrir. Figured out on the way. Il va y avoir des petites nuits, on est prêt à ça. On va s'adapter. C'est clair. Mais oui, la fibre de voyageur, on l'a les deux. On veut la transmettre. C'est important. Je pense que c'est la meilleure éducation, ou une des meilleures éducations qu'on peut transmettre. C'est le plus beau cadeau. Donc, dans l'ouverture d'esprit, tu sais. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis je pense que tu sais, j'avais rencontré à un moment donné un couple qui, eux, ils voyageaient sur un voilier. Puis, ça a été un projet qu'ils ont mis de côté longtemps. Puis, par la suite, ils ont eu une conversation. Puis, c'était vraiment intéressant. Ils se sont dit, les enfants, il ne faut pas voir ça comme une béquille à des projets de voyager. Au contraire, les enfants, c'est des individus qui s'adaptent le plus facilement à des circonstances. Puis, exactement, si pour toi, ça fait partie de toi, de ta personne, il faut que tu le transmettes à tes enfants. Donc, non, je suis 100% d'accord avec toi. Sinon, non, effectivement. Puis, vous l'avez tellement pratiqué, ce sens de l'adaptation, que je suis vraiment pas inquiète pour ce qui s'en vient pour vous autres.
J'aimerais ça conclure le podcast en vous demandant, parce que bon, vous êtes des gens qui, comme dit, créent du contenu super intéressant sur les réseaux sociaux, puis vous êtes avides de connaissances, vous êtes curieux. Puis est-ce qu'il y a des choses justement qui piquent votre curiosité ces temps-ci qu'on pourrait partager peut-être avec les auditeurs? Je sais pas, ça peut être une conférence, ça peut être sur le sujet du domaine médical. Mon Dieu, c'est une bonne question. Je dirais, personnellement, moi, je suis une page Facebook, ça s'appelle Infirmiers dans le monde. Et c'est super intéressant parce que c'est surtout des Français. OK. En tout cas, des gens qui parlent français, mais qui habitent en Europe. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens, mais ça nous ouvre vraiment l'esprit sur toutes les possibilités de travail comme infirmier dans le monde. Là, c'est sûr que c'est un peu difficile à figurer, étant donné la situation actuelle. Là. Ouais. Mais disons qu'on se ramène à 2 semaines. Ouais. Mais tu sais, juste d'être capable de voir qu'il y en a qui travaillent en Guadeloupe, en Guyane, tu sais, c'est vraiment inspirant de voir à quel point il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'emploi partout dans le monde et que oui, c'est fun de travailler au Québec, puis on a des super belles régions, puis on a un super beau pays, mais il y a aussi beaucoup de possibilités ailleurs. Puis on n'est pas, tout ça est une question de choix, là, donc on n'est pas prisonnier. En fait, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se met. Donc, ça nous ouvre vraiment les esprits. Moi, quand je vais voir sur cette page-là, ça m'inspire beaucoup. C'est des gens qui travaillent l'île de la Réunion. Tu travailles, tu as des belles plages, tu as des palmiers. Des belles conditions. Ça fait différent. Ça fait différent. C'est des nouveaux défis. Moi, j'aime bien cette page Facebook-là. Sinon, je dirais... sinon aussi, si les idées vous viennent, je peux les mettre en lien. Oui, tout ce qui est médecin sans frontières, tout ce qui est sortir de ce qu'on connaît, ça va nous intéresser, ça va nous interpeller. Oui, exact. Le Mercy Ship aussi, que j'avais vu, c'était un bateau hôpital. OK. Mais je pense qu'il reste tout le temps au même endroit. Mais bref, peut-être qu'il change de pays une fois de temps en temps. Là-bas, c'est vraiment bénévole, c'est volontaire. Puis, il y a de la place aussi pour les familles. Disons, quand tu vas là-bas en tant que famille, tu prends un contrat de 1 ou 2 ans. T'es nourri, t'es logé, puis c'est du bénévolat vraiment, mais tu fais affaire avec des patients dans d'autres continents et tu vois une médecine un peu différente. Donc ça peut être intéressant aussi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour... c'est juste qu'il faut les trouver. Ouais. Mais déjà là, le podcast d'aujourd'hui va en aider beaucoup. Puis vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup à vous deux. Je vais m'assurer de mettre tous les liens de vos pages. Vous avez une page Facebook aussi, hein? Oui. Oui. OK. En tout cas, une page Instagram, ça c'est sûr. Un channel YouTube aussi super intéressant. Puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre podcast Go Wild. Merci beaucoup, Vanessa, Simon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Namaste.